Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Cap Positif. Si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que votre job ne fait plus sens pour vous, que vous vous sentez désaligné. Quand on voit les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, comment ne pas s'interroger sur le sens de ce que nous faisons toute la journée ? Vous avez envie de retrouver du sens et de contribuer aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain à travers votre job ? Grâce à son bilan de compétences à impact positif, l'équipe Cap Positif vous accompagne pour trouver enfin une reconversion à impact et le projet professionnel qui vous ressemble et dont le monde a besoin. Loin du bilan de compétences classiques, Cap Positif revisite le format grâce à des outils issus du développement personnel et des sciences sociales et comportementales. Faites-vous accompagner pendant 3 mois, soit en format collectif pour être porté par l'énergie de groupe, avec également des rendez-vous individuels avec un coach attitré, soit en format 100% individuel pour avancer à votre rythme. Ce bilan se réalise gratuitement grâce à votre CPF et en cas de financement personnel, bénéficiez de 5% de réduction avec le code Oser la reconversion. Prenez rendez-vous dès maintenant gratuitement avec Camille, cofondatrice de Cap Positif, pour échanger gratuitement sur votre projet sur www.cappositif.littlebiguimpact.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Roxane Blondel. Après avoir créé Les Petites Françaises, une marque de tasses en chocolat comestible, Roxane est devenue entrepreneur dans le domaine du yoga avec Yogasana, de la numérologie et plus globalement de l'alignement corps et esprit. Vous allez voir, Roxane a 1001 activités. Brillante élève, Roxane se dirige en classe prépa après le bac, puis à l'EM Lyon, une école de commerce spécialisée dans l'entrepreneuriat. À la sortie de l'école, elle crée avec une camarade de classe, Les Petites Françaises, une marque de tasses en chocolat comestible. Elles avaient déjà commencé à créer leur marque alors qu'elles étaient encore à l'école, dans leur chambre étudiante, et testaient leur premier prototype dans des fours à micro-ondes. Après 2 ans, elles se retrouvent un jour à pleurer en allant au travail. C'est le déclic. Roxane fait un burn-out. Elle se sent piégée dans la vie qu'elle s'est créée et l'entreprise qu'elle a fondée. Elle décide de tout plaquer. Ce qui fait tenir Roxane alors, c'est le yoga, qu'elle pratique tous les matins et tous les soirs. C'est son échappatoire. Elle décide alors de créer Yogasana, un jeu de cartes de yoga qu'elle a elle-même illustré et écrit. C'est un outil de cartes de yoga pour créer ses propres séquences de yoga et en savoir plus sur les bénéfices des postures. Aujourd'hui, Roxane a 1001 activités. Elle est également numérologue, se forme à diverses pratiques holistiques et a fondé le podcast Les Vibrations. Alors avec Roxane, on a évoqué le stress du remboursement de son prêt étudiant, les difficultés de l'entrepreneuriat dont on ne parle jamais, comment elle s'est sentie piégée dans sa propre entreprise, comment le yoga a changé sa vie et de chamanisme. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Roxane. Bonjour Roxane, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut Claire-Vie, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est et quels sont plutôt tes métiers actuels ? J'ai encore pas trop la définition pour me définir vraiment, mais je pense que le mot entrepreneur, c'est ce qui me représente le plus dans le milieu du yoga et de tout ce qui va concerner la connaissance de soi, l'alignement corps et esprit. T'as pas tout de suite fait tout ça. Qu'est-ce que t'as fait comme études et puis un peu quel était ton premier métier ? En fait, j'ai suivi un parcours assez classique de bonne élève. J'étais très bonne à l'école, j'ai fait une filière scientifique, je me suis retrouvée en prépa, classe préparatoire et puis école de commerce. Et en fait, à la fois, c'était pas un choix parce que j'étais bonne élève ou du coup, en fait, à l'école, c'était un peu soit tu pars en médecine, soit tu vas en école d'ingé ou de commerce. Pour autant, quand j'ai fait la prépa, je savais exactement quelle école je voulais faire et pourquoi je voulais le faire. Et je voulais pas le faire pour travailler en banque, en finance ou en marketing. Je voulais le faire pour monter ma boîte. Du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui vibre en moi depuis très très longtemps. Quand j'étais en prépa, je savais exactement quelle école, donc c'était celle de Lyon. Enfin, à l'époque, c'était un challenge énorme parce que c'est la 4e école dans les classements et que du coup, enfin, c'était quand même une école très difficile à avoir.
Et je voulais cette école parce que Lyon, c'était la capitale de la gastronomie, que j'étais passionnée de pâtisserie et que l'école, c'était l'école spécialisée dans l'entrepreneuriat. Donc je m'étais dit, trop bien, gastronomie, entrepreneuriat, moi je veux monter ma boîte dans la pâtisserie et faire cette école. J'ai franchement dès le début expérimenté le fait que quand on a un objectif hyper précis en tête, même s'il paraît inatteignable, quand on a vraiment envie de tout faire pour y arriver, ben clairement, je dis pas que ça a été facile, ça a été une période hyper difficile la prépa. Pour autant, j'ai un peu coché les cases de ce que j'avais envie de faire finalement. Parce que c'est marrant parce que souvent les parcours c'est un peu voilà, je savais pas trop pourquoi j'étais là et j'ai fait ça. Toi non, à l'inverse, tu savais exactement. Et donc comment ça s'est passé? Donc tu as monté ton entreprise directement à la sortie de l'école de commerce. Comment ça s'est fait? Comment t'en as eu l'idée? En fait, en école de commerce, donc celle de Lyon qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat, la première année, on est en groupe pendant 6 mois et on fait ce qu'on appelle un projet de création d'entreprise. Et ça, je savais en fait qu'il y avait ce programme-là et c'était pour ça que je voulais aller à Lyon. Parce qu'en l'espace de 6 mois, tu es en groupe de 6 personnes et tu inventes un projet de A à Z. Et de A à Z, tu passes par déjà trouver l'idée, faire une petite étude de marché, aller te confronter aux personnes, créer un prototype, faire un business plan, voir comment tu le commercialises. Enfin, vraiment, ça en 6 mois. Donc, en fait, tu fais la création d'un projet, un truc qui prend normalement dans la vie normale beaucoup plus de temps, tu le fais en accéléré. Et en fait, c'est là qu'était venue l'idée de la première entreprise que j'ai montée à la sortie de l'école, qui s'appelle Les Petites Françaises. Et l'idée de l'entreprise que j'ai créée, elle est née pendant ce projet de création d'entreprise. Où moi, en fait, je m'étais dit, ok, je suis passionnée par la pâtisserie. Le groupe de personnes avec qui on va bosser, je veux bien bosser avec tout le monde. L'objectif que j'avais, c'était d'être dans un groupe qui voulait bosser sur un projet en rapport avec la pâtisserie ou alors la gastronomie au sens large. En fait, l'idée, elle était venue en ayant vu qu'à New York, il y avait un chef pâtissier qui proposait ce qu'on appelle des cookie cups, des tasses comestibles. Et du coup, on s'était dit, tiens, on va faire le truc un peu à la française, très chic et tout ça, made in France, fait à la main. Et donc ce projet, on l'a mûri pendant 6 mois. Et puis à la fin de mes études, avec une des nanas qui était dans ce groupe de 6 personnes, qui s'appelle Mathilde, on s'est dit ok, vas-y, nous on a envie de monter notre boîte. Et donc on a commencé à créer Les Petites Françaises, qui est devenue une vraie entreprise et puis qui a grandi pendant 3 ans. Et donc c'était des tasses aussi en chocolat? Ouais, c'était des tasses comestibles, donc c'était un biscuit sablé avec du nappage au chocolat à l'intérieur et tu pouvais verser du chocolat, enfin du chocolat chaud, du café dedans. Et du coup, pour faire ça, vous avez dû investir beaucoup d'argent. Comment ça se passe? En fait, ce qui est assez caractéristique de mon parcours, c'est que tu peux te dire que tu vas aller investir plein d'argent, aller chercher des ingénieurs. Moi, je me suis toujours dit, en fait, on peut tout réussir à faire soi-même. Certes, c'est brouillon au début, mais du coup, comme ma passion c'était la pâtisserie, moi j'ai passé un CAP pâtissier. En fait, le produit, il s'est vraiment créé en faisant, en testant, en se trompant, en recommençant. À la fin, quand le projet est né, l'image de marque a commencé à se créer, c'était quelque chose très très chic, très haut de gamme et tout ça, alors qu'en fait, au début, on galérait. Moi, je me souviens, j'étais dans mon studio d'étudiante, je faisais les cuissons dans un four micro-ondes. On a commencé à vendre ça à des amis et puis après à des amis d'amis. Les premiers prototypes du truc, c'était moche. Et en plus de ça, nos potes, ils mettaient du café dedans et ça marchait pas, ça fuyait. Donc c'était non mais vraiment, enfin, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. Et pour autant, c'est pas ça qui a fait que ça n'a pas appris et que l'idée s'est arrêtée tout de suite. On a vraiment persévéré, on croyait au projet et du coup en termes de d'argent, comme on était étudiante et qu'on n'avait jamais travaillé, on n'avait pas de sous. Donc quelque part, on n'avait pas le choix non plus. On n'avait pas non plus été en CDI avec des jobs où en fait on demande à d'autres prestataires de bosser pour nous. On savait même pas que ça existait ça. Donc en fait, le truc c'était on se débrouille en fait. Et donc ça s'est financé justement par on achetait la farine, les œufs, chez Monoprix, et tout genre. Et puis après on créait, on vendait, puis avec les ventes on réachetait, on recréait et puis ça s'est vraiment développé comme ça.
Et puis même pas 2 semaines après se soit lancé officiellement, bah il y a une agence, enfin qui organisait des événements donc à Lyon, qui nous a contactés et qui nous a dit OK, j'en veux 50, c'est trop bien. Et ça a vraiment commencé. On a mis le pied dedans et en fait après c'était impossible de revenir en arrière et tout s'est enchaîné. Toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. D'où ça te vient cette passion pour l'entrepreneuriat? Je sais pas, parce que non, mes parents pas du tout. Ma mère est infirmière et mon père militaire. Donc pour te dire, genre vraiment, je viens Rien à d'une voir. famille Ouais. où il y a un cadre, faut respecter les règles, faut travailler dur pour gagner dur. Et ce qui a été difficile et à la fois avec du recul, maintenant ça me fait rire, mais c'est que moi, quand je me suis lancée et que j'ai dit à mes parents, bon papa, maman, j'ai fait une école de commerce. Une école de commerce, ça coûte cher. J'avais un prêt étudiant. Et ils ont paniqué parce que je leur ai dit, mais moi, je veux lancer des tasses qui se mangent. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, elle a payé des études hyper chères pour avoir un super métier. Et là, elle nous dit que non, non, elle se lance toute seule et qu'elle va faire des biscuits dans sa cuisine. Et du coup, j'étais pas du tout soutenue par la famille au début. Euh, mais moi, je sais pas, en fait, il y avait cet élan, enfin, ce truc de, j'y croyais vraiment hyper fort. Bah, pour répondre à ta question, c'est vraiment quelque chose qui est en moi et qui m'anime vraiment. Et je me rends compte que l'entrepreneuriat, enfin, c'est une façon de vivre, en fait. Et du coup, toi, justement, parce que justement, tu as travaillé hyper dur dans cette prépa pour avoir l'école de tes rêves. Et justement, comment tu te sens avec cette idée de prêt à rembourser et en même temps, parce que parfois aussi, quand on s'amuse tellement dans son travail, j'imagine que toi, en plus, tu devais hyper t'amuser à créer les tasses. Tu devais te dire parfois, mais c'est pas très sérieux. Enfin, normalement, je devrais faire quelque chose de plus sérieux, de plus un peu ennuyeux. En plus, j'ai un prêt à rembourser. T'avais pas ces moments où tu paniquais un peu? Oui et non. Par rapport au prêt à rembourser, en fait, c'est bizarre, mais il y avait une espèce d'insouciance où, en fait, enfin, dans ma tête, ça sortait de ma tête. Alors que pour autant, enfin, c'est quand même pas rien. Et il y avait un truc où je l'oubliais. Et tous les ans, je me disais, ah d'ailleurs, c'est quand mon prêt à rembourser? Et j'ai vraiment vécu comme si il n'existait pas. Et cette volonté de créer ma boîte était tellement plus forte que moi que ça, c'était pas un frein. Ce qui a été difficile, c'était plutôt de voir tous mes amis autour de moi d'école qui, eux, bah, commençaient dans la vie active avec un CDI et que il y avait dans les premiers mois quand même une dissonance parce que bah eux négociaient des milliers d'euros de salaire, des avantages et en fait on était mais pas du tout sur la même planète. Et donc là c'était un peu bizarre de me dire bon, on diverge et pour autant enfin on se comprenait pas là-dessus mais moi j'étais dans mon truc et en tout cas ça m'a pas bloqué même si c'était quand même pas facile. Après, dans tous les cas, quand tu casses les codes et que tu te crées un peu tes propres règles, ben t'es quand même rattrapé parfois par la société, ce que tes parents t'ont dit de faire et que il faut toujours un peu casser des croyances que t'as en toi et les affronter en fait pour les casser. Il y a un isolement qui se crée. Je sais que moi, je l'ai vécu quand j'ai arrêté d'être avocate parce que du coup, mes amis continuaient de sortir dans des restos assez chers, des bars assez chers parce qu'ils avaient l'habitude de fréquenter ces endroits. Et moi, à ce moment-là, bah, j'avais plus envie de garder mon argent pour bah, justement me lancer, créer mon entreprise. Et toi, tu l'as vécu ça justement de te dire bah, tes amis, j'imagine que eux, ils avaient leur premier CDI, ils avaient envie de profiter un peu de la vie, et toi, tu pouvais pas toujours suivre leur train de vie. Je l'ai pas vécu au début parce que j'étais tellement à fond que je me suis même pas rendu compte. Enfin, quelque part, j'étais coupée du monde dans mon Ouais. délire, quoi. Vraiment, quand j'y pense, on faisait des horaires de ouf, enfin, des allers-retours dans des labos pour aller produire. Enfin, vraiment, j'avais plus de vie à côté de ce projet. Mais moi, à cette époque, c'était vraiment ce que je voulais, ce qui m'animait. Et puis surtout, dans ma tête, j'avais quand même ce truc de c'est normal que ce soit difficile, c'est le début. Et c'est ok dès que tu démarres, ça doit être dur, tu dois ne plus avoir de vie et tout ça. Et donc je l'ai pas subi tout de suite. Après, c'est justement la raison qui a fait que j'ai arrêté cette première société, c'est que j'étais associée avec du coup Mathilde qui était avec moi à l'école et que en fait, enfin moi ma vision de l'entrepreneuriat et ma volonté d'avancer
était totalement en désaccord avec la marque qu'on avait créée. En fait, moi, ma vision de voir les choses, c'est je m'épanouis, je fais des trucs que j'adore, mais c'est pas censé me manger tout mon temps. Et au contraire, c'est censé m'en donner pour encore plus faire des trucs à côté pour moi ou alors pour créer d'autres choses. Tu t'es sentie bouffée par ta boîte en fait. En plus, c'est le cas de le dire. J'ai été rattrapée, mais je l'ai pas vu arriver surtout. Je l'ai réalisé après parce que je pense que je suis allée un peu trop loin et que j'ai tiré trop loin sur la corde dans cette société. Pour t'expliquer un peu la fin, comment ça s'est passé, et ce que j'en ai compris de cette expérience, c'est que j'ai une valeur liberté très forte, qui est la valeur la plus importante chez moi. Et j'ai créé une société et j'ai toujours voulu un peu être en dehors des sentiers battus pour justement être libre, faire ce que je veux, quand je veux, pas avoir d'horaire, vraiment, enfin pas avoir de boss. J'ai créé cette société pour ça et pour autant, je me suis retrouvée prisonnière du métier que je m'étais créé. Pour plein de raisons, c'est que à la fois j'étais dans un lieu fixe, j'avais quand même des horaires à respecter parce que c'était moi qui étais à la production. J'étais toute la journée au labo. Mes horaires, c'était la boîte qui me les imposait, c'était plus moi. La vision entre mon associé et moi, moi je voulais faire grandir la boîte plus rapidement. Mon associé voyait pas la chose de la même façon et en fait, je me suis retrouvée mangée comme tu dis, par cette société parce que je savais plus quoi faire. Et en fait, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que mon corps, il a plus du tout voulu aller travailler et qu'un jour, je suis allée au boulot et je me suis mise à pleurer dans ma voiture. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc grave quand même. J'ai créé ma boîte, j'ai tout pour avoir une vie de rêve à mes yeux, enfin de la vie que j'ai envie de mener. Mais en fait, c'est pas le cas. Et ça a vraiment été le déclic pour changer. Et c'est à partir de là aussi où j'ai commencé à travailler sur moi, apprendre à mieux me connaître et puis créer après un projet qui est beaucoup plus aligné à moi, quoi. Et parce que du coup, ça a duré 2-3 ans, les petites françaises, c'est ça, hein? Ouais, on a lancé en 2018, en mai-juin, un truc comme ça. Et moi, ce passage à vide, on peut appeler ça aussi un burn-out, en vrai, il est arrivé en janvier 2020. Donc 2 ans après à peu près. J'ai pas tout de suite réalisé que j'en pouvais plus et je suis partie un peu m'isoler à la campagne. Et c'est là-bas où en fait, entre-temps, j'avais découvert le yoga comme pratique à côté du job. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais ce qui me nourrissait, ce qui me mettait pleine d'énergie et ce qui me rendait vivante, c'est que en dehors de ces horaires de fou qu'on faisait au labo, tous les matins, je me levais à 6 heures pour aller faire du yoga. Le soir, j'allais dans des studios hyper tard pour faire du yoga et j'en étais arrivée c'était mon échappatoire d'aller faire du yoga. Quand je suis allée m'isoler à la campagne, pendant 5 semaines, couper des réseaux sociaux, couper d'internet et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me rendait heureuse tous les matins, c'était de me lever et d'aller sur mon tapis de yoga et de pratiquer et qu'en fait, j'étais plus du tout heureuse dans la vie que je m'étais moi-même créée, mais en fait, je m'étais enfermée dans un truc. Et t'arrivais à en vivre à ce moment-là de les petites françaises? Figure-toi que c'était le début où on commençait à se payer. Et donc, c'est là où la courbe s'est inversée avec mes parents, parce que là où ils me disaient non, mais c'est vraiment pas une bonne idée, là ils me disaient mais quoi? Mais tu veux arrêter? Mais maintenant qu'on te soutient et puis toi t'arrives à en vivre, t'as envie d'arrêter. Maintenant que ça marche, tu veux arrêter. Parce que je suis quand même partie au moment où l'entreprise commençait vraiment à avoir une notoriété, à avoir des clients récurrents, à bien fonctionner. Je suis partie au moment où ça marchait. Parce que la solution, ça aurait pu être de dire, bon, bientôt on pourra peut-être embaucher quelqu'un qui fera ce poste de production et du coup, j'aurais plus à vivre ça. En fait, c'est une solution que j'ai essayé d'envisager plusieurs fois pour plein de raisons qui s'est pas mise en place. Moi, je me connaissais pas non plus assez dans cette boîte. J'ai pas réussi à m'imposer, à penser que, ce que je voulais et ce que je pensais, c'était légitime. Et dès que je pensais des choses pareilles, il y avait mon manque de confiance en moi, lié à plein de discours qu'on me racontait qui me disaient non, mais en fait, t'es une princesse si t'embauches quelqu'un pour faire les tasses parce que c'est dur, toi, ça te fatigue, donc pourquoi tu le ferais faire à quelqu'un d'autre? Maintenant, j'ai plus du tout ce discours-là. J'avais essayé de l'envisager et c'était pas arrivé. Et en fait, je suis arrivée à un moment où ça m'a dégoûtée de la pâtisserie pendant un moment. Ouais, t'en as trop fait, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à ton associé? En vrai, la discussion s'est super bien passée. En live, après, ça a été plus compliqué l'après. En plus d'avoir une valeur liberté très forte, j'ai une valeur authenticité qui est très forte et je peux pas mentir. Je peux pas. Donc en fait, dès que j'avais moi pris conscience que je ne voulais plus travailler, déjà ça allait être hors de question de dire non, mais je vais travailler une journée et tout. Et direct, je l'ai annoncé. Et en tout cas, moi, j'ai fait les choses
au mieux par rapport à ce moment-là et à moi, ce que je pensais et ce que je vivais. Donc ça s'est bien passé. Après, ça a été plus compliqué pour la suite. Ça a continué la boîte après, une fois que t'es partie, ou tout s'est arrêté du coup? Elle a continué et là, elle est en train de se terminer. Donc, il y a Ouais. plus d'activité. Ouais, parce que j'imagine que aussi c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on est deux, bah, je pense que peut-être aussi ça a expliqué le fait que t'as été plus loin que ce que t'aurais dû, parce que quand on est engagé auprès de quelqu'un, des fois c'est dur on n'arrive pas à assumer en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, enfin, je te dis, le manque de confiance en moi énorme qui, en fait, faisait que je m'alignais toujours sur mon associé, ce qu'elle me disait. Pour moi, en fait, ma valeur était moins bien que la sienne dans ma tête et que du coup, ce qu'elle pensait, ça avait plus de valeur. Donc, dès qu'elle me disait quelque chose, moi, tout ce que j'avais pensé avant, je me disais, ah bah oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je suis hyper contente de cette aventure. Ça m'a appris énormément de choses et ça m'a permis d'aller plus vite sur plein de trucs maintenant, de savoir les erreurs à pas refaire. Qu'est-ce que tu ferais différemment du coup si tu devais revivre les petites françaises? Je suis pas du genre à penser ce que je referais différemment, dans le sens où je pense que tout ce qu'on doit vivre, c'est pour une raison et que ça nous permet de tirer des enseignements. Par contre, j'ai tiré beaucoup d'enseignements de cette première entreprise pour justement mon projet actuel, et grâce à ça, je savais ce que je voulais. Et je savais surtout ce que je ne voulais plus. J'ai créé un autre projet à côté et en fait ça m'a donné plein de clés pour aller plus vite et aller là où j'avais envie d'aller. Mais c'est super en tout cas que tu en parles, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat ça fait rêver beaucoup. Bah il y a tout type d'entrepreneuriat et aussi il y a plein de points noirs, parce que parfois on se retrouve, finalement on veut la liberté justement, mais on se retrouve à faire encore plus d'heures que si on était salarié. Donc c'est vrai que c'est chouette d'en parler avec toi, parce que tu as eu plusieurs boîtes et t'en as déjà arrêté une. Et toi, ça t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat, parce que ça t'a dégoûté de la pâtisserie pendant un temps, et t'aurais pu te dire, bon, j'en ai marre, je fais un job un peu plus alimentaire, et puis après, je fais mes projets à côté. Tu t'es dit, non, moi, l'entrepreneuriat, c'est toujours pour moi. En fait, ça n'a pas été une question. Et un truc que je sais qui est pas fait pour moi, c'est le salariat. Donc clairement, moi, dans ma façon de fonctionner, c'est clairement, je voyais pas autre chose que de remonter un autre projet. Dans ma tête, j'ai 1000 idées. Et là, bah, il y en avait une qui était arrivée, qui est Yogasana, ma société actuelle. Mais en fait, des idées, je peux en avoir plein. Et ouais, ça n'a pas été une question parce que ça m'anime tellement d'entreprendre. J'apprends tous les jours, je rencontre des gens incroyables. Et c'est juste que, ben, de faire la balance entre, enfin, à chacun de faire la balance entre ce qu'il est prêt à accepter, ce qu'il n'est pas prêt à accepter. Moi, aujourd'hui, mon rythme de vie, c'est plus important que le succès de mon entreprise. Là où au début de ma première société, j'ai eu tendance à fusionner moi qui j'étais, Roxane, avec la société, que maintenant je me vois moi, ma vie pro, ma vie perso, et que je fais pas tout pour la société. Et comment t'as fait du coup à ce moment-là, enfin financièrement, parce que j'imagine que c'était à peu près le début de remboursement de ton prêt étudiant, et en même temps t'arrêtes. Comment t'as fait du coup? Concrètement, le prêt étudiant, en fait, j'avais mal négocié mon premier prêt, donc j'ai fait un prêt sur un prêt pour rembourser le premier et en refaire un. Donc pour te dire, je n'ai pas encore commencé à rembourser et ça arrive en janvier là. Donc en fait, ça m'a encore donné du temps, tu vois. Pour être honnête aussi, ça m'a fait flipper. Enfin, clairement, j'ai arrêté en janvier 2021. Je t'ai dit tout à l'heure 2020. En janvier 2021, et j'ai commencé mon projet à côté, qui est mon projet actuel Yogasana, en octobre 2020. Donc en fait, tout s'est enchaîné parce que ce que j'avais négocié un peu, enfin ce qu'on s'était dit avec mon associé, c'est que on avait toutes les deux besoin d'avoir plusieurs activités en même temps. Et donc on s'était donné un jour par semaine le vendredi pour nos activités à côté. Donc elle faisait de la photographie et moi je développais tout ce qui était autour du yoga. Ensuite, il y a eu le premier confinement. C'est là où j'ai adoré le premier confinement parce que c'est là où j'ai créé le projet Yogasana, donc qui est un jeu de cartes de yoga que j'ai totalement illustré et écrit. Donc pendant cette période, pendant les 2 mois, j'ai illustré des postures de yoga, j'ai fait du yoga, j'ai écrit tout. Enfin, Yogasana est né juste avant que j'arrête les petites françaises. Donc ça s'est enchaîné et c'est Yogasana qui m'a permis de vivre et de financer tous mes projets. Ouais, t'as toujours eu un projet en cours en fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Yogasana? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Du coup, Yogasana, c'est un outil de cartes de yoga. Donc c'est la taille d'un format jeu de tarot. Permet de créer ses propres séquences de yoga. Par conséquent aussi d'en apprendre plus sur les postures, les bénéfices qu'elle va procurer sur le corps et l'esprit. Un jeu de cartes, c'est 80 cartes et dedans t'as 75 postures de yoga. Elles sont classées par couleur en fonction des catégories de postures, depuis l'échauffement jusqu'à la relaxation. Et les 5 autres cartes, c'est les règles et instructions,
comment utiliser les cartes. Tu as différentes séquences proposées, des séquences types proposées. Mon idée à travers ce projet, c'est de permettre à chacun d'exprimer sa créativité. Moi, j'en ai beaucoup et du coup, je me suis dit que c'était chouette aussi de pouvoir permettre à chacun de s'écouter, d'exprimer la sienne en fait, à travers un outil qui permet aussi de reconnecter le corps et l'esprit. Moi, le yoga, ça a été une découverte qui a, sans exagérer, changé ma vie, mais sur un plan beaucoup plus que physique. Mais au-delà de ça, c'est tout un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses, de rebondir, mon optimisme qui s'est développé, une confiance en moi, une connaissance de moi. Enfin, maintenant, je sais beaucoup plus dire non. Comme je te dis, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. J'arrive beaucoup plus à poser mes limites. Et en fait, tout ça qui peut être vu comme du développement personnel, dans mon expérience à moi, c'est la conséquence de la pratique du yoga. Du coup, l'idée, c'est vraiment de transmettre ma passion à travers un outil qui finalement représente vraiment mon univers aussi. Et c'est accessible à tout niveau? Ouais, le jeu de cartes, en fait, il est accessible aussi bien à des débutants que à des profs de yoga. Et j'ai vraiment tout types de personnes. Les débutants, ça va vraiment être pour y aller step by step, apprendre les alignements, comment ne pas se blesser, pratiquer à son rythme. Les confirmés, ça va être pour retrouver de l'autonomie dans sa pratique, avoir plus de fluidité, se challenger, renouveler sa pratique. Et les professeurs, voire futurs professeurs, ça va être pour vraiment approfondir les connaissances, en quoi telle posture elle apporte tel bénéfice. Il y a aussi le nom des postures en sanskrit qui est la langue indienne pour les futurs profs et les profs aussi. Oui, parce que toi, tu t'es formée aussi pour être prof de yoga. Ouais, et en fait, du coup, ça c'était un peu un à côté, comme je te disais, c'était mon échappatoire, le yoga, et j'en suis arrivée à un point où échappatoire plus passion, mais j'apprenais plus trop en cours, et du coup, il y avait plus rien de vraiment neuf, et je m'étais dit, je vais passer une formation pour moi, juste pour approfondir mes connaissances, et puis ça sera le beau cadeau que je peux m'offrir et tout ça. Ça, je le savais pas, mais cette formation, elle aura changé ma vie, et puis c'est aussi pendant cette formation que j'ai eu l'idée des cartes, parce qu'on devait créer des séquences pour donner des cours. Et là, moi, je me suis dit, mais ça n'existe pas des cartes, attends. Et voilà. Et du coup, c'est vendu uniquement en ligne? Tu vas aussi dans les studios de yoga? Comment ça se passe? Du coup, je suis auto-éditée. Principalement, le mieux, en tout cas, pour trouver les cartes, c'est le site internet. Je commence à développer un petit réseau de revendeurs, donc c'est des concept stores, des studios de yoga, des librairies un petit peu, pour justement permettre aux personnes d'aller directement dans les boutiques. Tu as fait aussi une formation de numérologie. Je voulais en parler avec toi. Tu sais, c'est plus récent. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu? L'activité qui me prend 3/4 de mon temps aujourd'hui, c'est Yogasana, et à côté de ça, j'ai découvert la numérologie. Alors la numérologie que je pratique, c'est une numérologie stratégique, qui est différente d'une numérologie karmique, là où on va plus être sur des vies antérieures, etc. La numérologie stratégique, c'est un outil à la fois très cartésien, qui peut parler à tout le monde, qu'on soit entre gros guillemets perché ou pas du tout. Et en fait, moi, c'est un outil qui m'a permis de m'épanouir et d'assumer ce côté multipotentiel et ce côté multi-activité. La numérologie stratégique, c'est basé sur tout ce qui fait de toi une personne unique, tous tes prénoms, tes noms et ta date de naissance. Et à chaque lettre correspond un chiffre, plus les chiffres de ta date de naissance, et ensuite tu as différentes formules de calcul, et ça te construit une boîte à outils, comme un peu une fiche technique de comment utiliser un ordinateur. Là, c'est la fiche technique de comment toi tu fonctionnes. Et ça prend en numérologie stratégique la forme d'un arbre, un arbre avec les racines, le tronc, les feuilles, les branches, les fruits, etc. Et dans la symbolique, l'idée, c'est d'aller regarder vraiment la base de ton arbre dans un premier temps, qui vraiment te constitue. Ça va être les choses qui sont essentielles chez toi, qui vont être à nourrir, et que si tu les nourris pas, ton arbre, il va pas pouvoir fleurir. Et en fait, moi, ça a été une révélation, parce que quand j'ai découvert et que on m'a analysé, on a fait mon thème de numérologie. Donc Lydie Castel, qui est la fondatrice de la numérologie stratégique, c'est elle qui m'a fait mon thème. La première chose qu'elle me dit, c'est alors toi, t'es une vraie Ferrari du cerveau, tu penses tout le temps, t'as 1000 idées à l'heure, faut que ça bouge, vraiment la créativité. Et puis dans tout ça, t'as besoin de mettre énormément de sens. Mais vas-y, écoute des podcasts, lis, forme-toi, ça vraiment, mais ne te censure pas en fait. Et c'est ok si t'en fais rien professionnellement derrière.
Et en fait, ça paraît tout bête, mais il y a un poids énorme sur mes épaules qui vraiment est tombé et où je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et puis en fait, c'est vrai, j'ai le droit de me former à tout ce que je veux si ça m'anime. Genre, il y a pas, enfin, j'ai pas besoin d'en faire un métier derrière. Bon, ça, c'était genre 1% de ce qu'elle m'a dit sur toute une consultation qui a duré 2 heures. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un outil puissant. Et puis, j'ai envie de me former parce que j'ai envie de le partager à mes potes, à ma famille. En tout cas, moi, cet outil a été percutant. Et du coup, je me suis dit, comme elle m'a dit que j'avais le droit de me former et puis que j'allais rien en faire, vas-y, j'y vais. Et donc, je me suis formée cette année à la numérologie stratégique en début d'année. Et puis finalement, c'est quelque chose qui m'anime tellement que je propose aussi des consultations de numérologie à côté parce que ça me nourrit énormément et c'est tellement enrichissant de permettre à chacun et chacune de leur faire voir leur potentiel en fait, parce que je suis persuadée qu'on est tous incroyables, qu'on a tous un talent unique et que parfois il faut quelqu'un pour avoir ce déclic de passer à l'action ou de réaliser son unicité, quoi. Et justement sur les chiffres, du coup, c'est uniquement tes chiffres un peu de naissance en fait, puisque c'est ton nom, prénom, date de naissance. Est-ce qu'après il y a d'autres chiffres qui se rajoutent, par exemple, je sais pas, ta date de mariage ou tu vois, si t'as des événements comme ça rentre dans l'analyse ou non, c'est que tes chiffres de base? C'est que tes chiffres de base, c'est que date de naissance, prénom et nom. Et en fait, après, selon les différents endroits que tu vas regarder, donc t'as 2 racines, le tronc, en fait, t'as les calculs qui vont être différents. Parfois, ça va être l'addition que de tes prénoms, de tous tes prénoms plus ton nom, que ta date de naissance. Et en fait, du coup, ça te donne un arbre qui est hyper complet. En fait, chaque endroit de cet arbre correspond à des besoins spécifiques. Tu peux vraiment aller loin, tu peux aller voir les besoins professionnels, les besoins affectifs, la façon dont tu interagis avec les autres. C'est vraiment un outil de développement personnel, tout comme par exemple la lecture d'un thème astral en astrologie peut t'apporter beaucoup sur toi. Mais là, c'est autant enrichissant. Et du coup, faut aucun don pour faire ça, c'est que mathématiques. Ouais, alors clairement, tout ce que n'est pas la numérologie stratégique, c'est pas de la voyance, c'est pas, je suis pas médium, hein. Ok, je fais de la méditation, du yoga, mais en fait, moi, je devine rien. Clairement, je lis juste, j'ai juste appris comment ça fonctionnait et je le transmets. Évidemment, quand moi, je vais proposer la lecture, j'ai mon énergie que je transmets. Ça va être une façon différente si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, mais tout comme n'importe quelle activité. Non, parce que je me dis peut-être à force de faire ça, peut-être que tu as commencé finalement à avoir un don, parce que j'imagine que tu vois, tu vas associer la personne avec son thème et tu vas commencer à reconnaître des ressemblances ou je sais pas, ça va peut-être devenir plus instinctif. Ouais, totalement. Ça c'est juste aussi. Ça me permet aussi de me rendre compte que j'ai énormément d'intuition et ça relie au yoga parce que je suis persuadée que c'est le yoga qui a mis en lumière toute l'intuition que j'avais. Si j'arrive à l'écouter et à en avoir autant aujourd'hui, c'est grâce à cette pratique. C'est évident que pendant les consultations de numérologie, j'ai de l'intuition. Enfin, parfois, je sais pas, j'écris des trucs quand je prépare la consultation et après juste je partage ce que j'ai écrit. Ça n'a jamais manqué, mais à chaque fois c'est juste et en fait rien qu'en faisant la lecture, je me dis tiens là je vais avoir envie d'accentuer tel point et je le sens juste. Et ça c'est clair que c'est intuitif. Pour autant, intuition, c'est pas la même chose que voyance, quoi. Et du coup, c'est combien la consultation si les auditeurs veulent faire une consultation avec toi? Du coup, une consultation, c'est 90 € et ça dure 2 heures. C'est une consultation qui est valable à vie. Je garde l'enregistrement et je l'envoie parce qu'en fait, comme c'est c'est une façon de fonctionner en mode boîte à outils, notice d'utilisation. Elle est valable tout le temps et selon le moment où on va l'écouter, les messages qu'on va entendre et les sujets sur lesquels on va être concentré, c'est pas les mêmes aujourd'hui et ça sera pas les mêmes demain. Du coup, une consultation, en fait, c'est 2 heures et t'as 1 heure et demie de personnalité, ce que j'appelle, qui en fait est justement cette notice d'utilisation. Et ensuite, la dernière demi-heure, on passe à la temporalité. Et là, c'est regarder, tiens, en 2022, qu'est-ce qui peut se passer pour toi? Comment sont les énergies pour toi? Qu'est-ce qui est propice? Qu'est-ce que tu peux nourrir pour aller chercher tel objectif? Et voilà. Et là aussi, ça peut être très détaillé niveau temporalité. Ouais, c'est super intéressant. C'est un petit peu comme l'astrologie. J'avais entendu parler que, c'est une invitée du podcast d'ailleurs qui m'avait dit ça, qu'après 30 ans, on ressemblait plus à son ascendant. Et du coup, c'est un petit peu comme ce que tu décris finalement, que en fait, il y a
tout un thème, mais en fait, en fonction de l'âge, auquel on l'écoute, on va pas forcément être les mêmes aspects, en fait. Et du coup, je voulais revenir sur le fait que tu disais que c'était pas forcément un business, il fallait aussi faire des choses un peu pour soi. C'est vrai qu'il y a souvent ce côté faut que je trouve une idée qui marche, voilà, un concept qui marche. Si je fais quelque chose, c'est du temps, donc il faut que ça soit un business. Comment toi, tu t'es rendu compte de ça et peut-être des conseils pour des gens qui pensent comme ça? Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça demande énormément de lâcher prise. Le lâcher prise, je pense que ça s'apprend. Et aussi, je pense que tous ces doutes, ça vient de peurs profondes, ou alors de croyances limitantes, d'histoires qu'on se raconte soi-même. Pour te donner un exemple, je sais pas, par exemple, on va se dire, ouais, je veux demain, il faut que ça marche et que j'ai l'idée parfaite. Parce que on se met la pression que demain, ce que tu dois créer, ça doit être à la fois parfait et ça doit marcher dans le sens où tout le monde autour de toi doit connaître ton produit, ton idée, ton service. Tu dois avoir 100 clients dans la journée. Et en fait, je pense que il y a justement tout un travail à déconstruire là-dessus. C'est que personne ne fait ça en fait. Et quand on regarde les entrepreneurs à succès, mais merci, c'est super de raconter que le côté brillant, mais ces personnes-là, elles vivent aussi des galères. Et en fait, il n'y a pas de personne qui est surhumaine. Tout le monde peut y arriver. Et vraiment, il y a les step by step de se dire, OK, quel est mon objectif, mais de se mettre des objectifs réalisables. Moi, de plus en plus, j'avance dans l'univers du coaching et de l'accompagnement et je me rends compte qu'en fait, ça peut vraiment être un outil incroyable de se faire accompagner les premiers mois quand on veut faire une transition, se rendre compte que déjà on n'est pas tout seul et se rendre compte de toutes ces pensées, cette peur de l'échec, cette peur de manquer d'argent qui fait que demain on veut le produit à tout prix parfait, mais qu'en fait la base d'une idée, si on veut que ce soit notre idée et qu'elle soit en accord avec nous-mêmes, c'est que nous, ça nous fasse vibrer. Et en fait, que tous les jours, tu te lèves et que ce soit incroyable. Si tu te lèves et que tu te dis juste, je veux faire de l'argent, je veux rendre fiers mes proches, mes amis et tout, c'est pas la bonne raison. Et ça demande un travail qui, au-delà du côté business, est beaucoup plus un travail personnel. Et en ça, pour moi, l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, je disais, je me détache de ma société. Pour autant, la société repose sur moi et la connaissance que j'ai de moi. Et qu'en fait, un porteur de projet, s'il se connaît pas assez, pour moi, c'est primordial en fait d'avoir déjà fait un travail sur soi si on veut pas partir faire des choses pour les mauvaises raisons en fait. Non, mais c'est vrai que en fait le problème, je pense, c'est que les personnes racontent les histoires a posteriori. Parfois, je pense qu'on explique, on pense que son succès, par exemple, il vient d'une raison. Mais en fait, pas forcément en fait. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont réussi aussi, qui savent pas forcément comment ils ont réussi. Et après, qui racontent une histoire un peu a posteriori. Et je pense que c'est ça qui met cette pression sur le côté on doit réussir, on doit avoir l'idée de génie, alors qu'en fait, les autres personnes, elles savaient pas forcément mieux, elles l'ont fait comme ça, et puis ça a réussi, on sait pas trop comment. Ouais, t'as ça, et puis, alors d'expérience, franchement, c'est les moments où je me suis plus lâché la grappe et où je me suis, vraiment épanouie dans ce que je faisais en me disant, mais je sais pas ce que ça va devenir et je le fais pour moi, qu'en fait, il y a eu un retour derrière où j'ai pas compris, vraiment. Alors que quand on se met la pression, c'est plus compliqué. On met aussi beaucoup en lumière des personnes qui ont été très successful du jour au lendemain. Il faut aussi se poser la question du bonheur. Ok, c'est cool, son entreprise, elle réussit, mais derrière, est-ce que, cette personne, elle est hyper heureuse et sans vouloir essayer de savoir si les gens sont heureux ou pas. Le principal, c'est soi-même. Pour moi, il n'y a pas non plus de modèle à réussir. Et tu vois, aujourd'hui, je suis vraiment en train de déconstruire ça avec la boîte que j'ai parce que je veux pas de salarié, je veux être libre, je veux même pas avoir je veux pas avoir de stagiaire ou d'alternant parce que je veux pouvoir être où je veux quand je veux, pas avoir de compte à rendre. Et du coup, ça implique aujourd'hui de me dire, je vais travailler avec des freelances, avec des prestataires, des gens qui sont compétents dans ce qu'ils font et où en fait il n'y a pas 1000 comptes à rendre et chacun fait sa part du travail. Et je pense qu'il y a autant de modèles qu'il y a de visions selon chacun en fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu partages tes activités parce que tu as aussi un podcast. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter peut-être tout ce que tu fais en ce moment et puis comment tu t'organises aussi? Je sais pas si on a peut-être perdu les 3/4 donc Yogasana, la numérologie, mais la numérologie à la base pour le kiff et en fait je la transmets parce que vraiment ça c'est chouette
pour moi et pour les autres. Et le podcast qui est en fait, c'est une grande passion pour moi, les podcasts. J'en écoute tout le temps. Ça fait 3 ans que j'ai envie de lancer un podcast. Donc c'est rigolo parce que l'objet du podcast que j'ai lancé là le mois dernier, ça a carrément changé par rapport à il y a 3 ans ce que je voulais transmettre. Mais j'ai lancé le podcast il y a un mois qui s'appelle Vibration et qui en fait permet de proposer une sorte de boîte à outils de tout ce qui peut exister comme pratique, comme technique, comme activité quand on veut apprendre à mieux se connaître, que ce soit sur le plan corporel, psychologique, émotionnel, enfin vraiment, il y a de tout. Par exemple, je parle de chamanisme, je parle de yoga, je vais parler de breathwork, d'exercices de respiration, de naturopathie, kinésiologie, enfin même de boxe, vraiment. L'idée, en fait, c'est que moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de vraiment pouvoir tester plein de choses, de tomber toujours sur des personnes incroyables qui m'ont vraiment apporté beaucoup et que je me dis que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qu'on aurait envie de tester. En plus, parfois, je sais pas, par exemple, on va entendre EFT ou EMDR, ok, enfin c'est des mots, mais on entend parler, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Bah là, à travers le parcours de femmes inspirantes qui ont ces compétences-là et qui en font leur métier, je propose du coup qu'elles nous expliquent ce qu'est exactement telle activité et en quoi ça peut être bénéfique, qu'est-ce que ça peut apporter. Le lien entre tout ça, enfin si je peux résumer un peu tout ce que je fais en un lien, c'est vraiment l'accompagnement. Toi, du coup, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Enfin, tu disais que tu voudrais pas forcément te donner de conseils, mais là, comme tu vas donner pas mal de conseils à des personnes, quel est pour toi le conseil le plus important peut-être à donner? Ouais, non, je suis pas du tout contre donner des conseils, au contraire. C'est surtout que j'arrive pas à me dire qu'est-ce que je referais de différent dans le passé parce que je pense que tout arrive pour une raison. Et le conseil que je pourrais donner, il y en a plein, mais le premier, c'est vraiment de pas attendre d'être prêt pour se lancer, pas attendre d'être parfait parce que la perfection, ça n'existe pas et je pense qu'il faut lâcher ce perfectionnisme. Et tu vois, le jeu de cartes, enfin, il a commencé, mais j'aurais pu avoir 1000 raisons de me dire, je vais pas le faire parce que là, c'est pas abouti sur ça, sur ça, sur ça. Et en fait, tout se fait au fur et à mesure. Et l'entreprise rêvée qu'on peut avoir dans sa tête, elle arrive pas du jour au lendemain. Et s'il y a un truc qui vous tente, ou je sais pas, enfin, j'ai une amie la fois dernière, elle me dit, ah mais moi, ce que j'adore, c'est les nappes vintage. J'ai trop envie de faire un truc avec ça, d'en vendre, d'en proposer. Mais vas-y, en fait, juste qu'est-ce qui t'empêche juste d'essayer et tu vois si ça te plaît. Et je pense que rien que la première étape, le premier passage à l'action, même le plus anodin, ça peut juste être faire une story. Hello, je propose des accompagnements. Hello, je vais vendre. Enfin, j'ai tel produit ou tel projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, mais c'est énorme déjà. Et du coup, tu parlais de chamanisme. Toi, t'en as déjà fait? Ouais. Le chamanisme, moi, ça fait 2 ans que j'en fais et enfin, ça va aussi faire partie un peu plus tard de ce que je pourrais proposer en accompagnement, en technique à utiliser pour les personnes qui connaissent pas trop. Enfin, le chamanisme, ça peut paraître méga perché. Pour autant, c'est quelque chose d'hyper ancré et qui, moi aussi, m'a permis d'apprendre à me connaître. Donc, c'est un outil comme un autre qui part du principe que tout est vivant et qui considère énormément la nature. Donc, ça m'a vraiment reconnecté à moi, aux autres et à cette nature. Moi, je fais des voyages au tambour chamanique. Donc, en fait, c'est juste au son du tambour. Et le son du tambour va permettre un état modifié de conscience qui permet d'aller dans un état d'être. On va se poser des questions, mais les réponses, elles vont arriver sous forme imagée, avec des animaux ou non. Et du coup, moi, ça m'apporte énormément au quotidien et j'ai bien envie de pouvoir partager ça. Et c'est vrai que j'avais testé l'expérience du tambour. Moi, j'avais eu une vision de mer. C'est pas trop après ce que ça signifie, mais parce qu'après, c'est vrai qu'on a des visions, mais du coup, comment on décode toi, tu vas faire l'initiation aussi? Un voyage au tambour, il y a plein de choses primordiales, mais quelque chose de très important, c'est d'avoir une intention claire de pourquoi tu fais ce voyage. Parce que si tu sais pas où tu vas, tu peux voir la mer et pas savoir trop pourquoi. Et donc, en fait, l'idée, l'intention, ça peut être une question précise ou moins précise. On voyage dans ce qu'on appelle le monde d'en bas en chamanisme, majoritairement. En fait, le monde d'en bas, c'est un monde où il y a des animaux. Et souvent, on entend parler de l'animal totem, en fait. Et l'animal totem, c'est un animal qui est allié, qui a des caractéristiques qui vont nous correspondre et en fait qui va nous guider quand on va faire des voyages et poser ces questions à trouver les réponses.
mais c'est assez bluffant. Enfin, vraiment, pour le coup, moi, je trouve que c'est un outil de fou parce que c'est un moment où je lâche le mental, mais à 100%, et où en fait, il y a un lâcher prise de, ok, bon, bah là, j'attends qu'il y ait des réponses qui me viennent. Et selon les personnes, ça va être des images, il y en a qui vont avoir des ressentis corporels, il y en a qui vont sentir certaines odeurs. Parfois, tu vois, moi, quand j'ai la chamane avec qui je travaille qui tape son tambour, j'ai l'impression d'entendre des chants et qu'elle chante ou que d'autres personnes chantent, alors qu'en fait, c'est dans ma tête. Et il se passe plein de choses. Et en tout cas, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que ça m'a apporté énormément d'ancrage. En quelque sorte, ma mission de vie, de qui je suis, et quel est le message que je viens apporter, et de vraiment me donner confiance sur le fait que je veux montrer à chacune que tout est possible. On est tous un être rayonnant, et quand on trouve ce pourquoi on est fait, enfin, tout est possible. En tout cas, c'est incroyable tout ce dont tu parles. Ça donne envie de parler plus longtemps. Je mettrai tous les liens de tout ce que tu fais pour que les auditeurs puissent te contacter. En tout cas, j'ai l'impression que le message, c'est un peu quel que soit leur problème, tu peux y répondre. Alors, toi, donc c'est la dernière question que je pose toujours à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, une reconversion réussie, c'est rayonner à travers des projets qui nous correspondent et qui sont en lien avec qui on est, plutôt que par le faire, je sais pas, d'aller se dire demain je vais aller lancer une marque d'huile de CBD parce que ça marche et que ouais, c'est quand même dans le bien-être, ou je sais pas. C'est vraiment de faire un projet parce que ça vibre en nous et qu'on sait que, enfin, il y a même pas de question de est-ce que ça va marcher, c'est juste ça nous motive et c'est dans nos tripes, quoi. Tu dirais peut-être suivre aussi en gros, c'est de pouvoir suivre son intuition. Ouais, suivre son intuition, suivre son cœur, enfin c'est des choses qui s'apprennent par justement plein de techniques, mais c'est vraiment se faire confiance du coup. Un grand merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé, Roxane. Je mettrai tous tes liens pour que les auditeurs puissent découvrir les cartes, te contacter. Un grand merci, c'était super inspirant. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.